bien non, nous ne le pensons pas, même post-Covid. Et même si ici ou là, clairement certaines, parce qu'elles sont sous LBO ou parce que leur secteur est particulièrement atteint par la pandémie, peuvent l'être fortement. Mais globalement, non. On voit souvent une statistique macroéconomique qui dit que l'endettement des sociétés françaises fait 150% du PIB versus l'Allemagne à 100%. C'est malheureusement un chiffre non pertinent. Pourquoi? Pour trois raisons principalement. La première, c'est que dans ce chiffre-là, on ne tient pas compte du cash. Et comme les lecteurs du Vernimen le savent, l'endettement s'apprécie net du cash que l'on peut avoir. Or, les entreprises françaises ont beaucoup plus de cash à l'actif que les entreprises allemandes. Environ 25% pour les entreprises françaises contre 15% pour les entreprises allemandes. Deuxièmement, les entreprises françaises font très souvent des prêts à leurs filiales à l'étranger, beaucoup plus que d'autres groupes. Et ça explique encore 10% de la différence. Et la troisième raison, on peut l'illustrer simplement par l'exemple de LVMH et de Tiffany, 14 milliards de dollars d'acquisition aux États-Unis, une dette qui va être logée en France pour une raison extrêmement simple, c'est que la fiscalité française sur l'impôt sur les sociétés à 28,4% est largement plus élevée que le 21% qu'on observe aux États-Unis. Dès lors, une contribution à la dette des entreprises françaises, mais zéro contribution au PIB puisque Tiffany n'a pas d'activité en France. Les Sustainability Linked Bonds sont des obligations dont le taux d'intérêt est indexé à la performance environnementale ou sociétale d'une entreprise. Donc l'entreprise se fixe un objectif sur un critère spécifique. Si elle n'atteint pas cet objectif, le taux d'intérêt de l'obligation sera plus élevé au bout de quelques années. Elles diffèrent donc, ces obligations, des Green Bonds ou des Social Bonds, dans le fait que les Green Bonds et les Social Bonds ont des fonds qui sont dirigés, qui sont utilisés à des projets spécifiques en matière environnementale ou sociétale. Donc les Green Bonds et les Social Bonds sont certainement un peu plus confortables pour les investisseurs qui savent très bien que les fonds qu'ils prêtent à l'entreprise sont utilisés dans des projets qui leur conviennent. Néanmoins, ces obligations sont réservées à des entreprises qui sont relativement intensives en capital, puisque il faut que ce soit des investissements dans ce domaine-là. Donc, les Green Bonds et en particulier sont utilisés par les industries lourdes, les utilities, les sociétés dans l'automobile ou dans l'immobilier, par exemple. Les Sustainability Linked Bonds sont ouverts à un plus grand nombre de secteurs, et on a vu, par exemple, Chanel ou Novartis émettent des Sustainability Linked Bonds. Donc, nous pensons que ces obligations ont un avenir assez important, et on peut même penser qu'ils vont supplanter les Green Bonds et les Social Bonds, puisqu'ils sont ouverts à l'ensemble des entreprises et non pas simplement à certains secteurs focalisés. Eh bien non, il paraît une fois l'an. Pourquoi? Parce que depuis 2008, nous avons estimé que les changements dans la finance sont tels qu'une parution annuelle s'imposait. Regardez, les obligations durables Sustainability Linked Bond dont vous parlait Yann Le Fur dans l'autre vidéo, c'est apparu il y a à peine un an. C'est déjà naturellement dans le Vernimen 2021. Et pour prendre des décisions, c'est quand même mieux de se baser sur des données, des faits, des chiffres qui datent d'il y a quelques mois plutôt que de 2 à 3 ans, n'est-ce pas? Et donc on essaie d'être fiable, pertinent et à jour. Rappelons d'abord ce que c'est qu'un SPAC. Un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company, est une société créée et introduite en bourse uniquement pour réaliser une acquisition. Un chèque en blanc donné à une équipe de management pour réaliser l'acquisition d'une société non cotée. Post-opération, la société cible devient cotée de fait en bourse. Les anciens actionnaires de cette société peuvent sortir lors de l'opération, lors de l'acquisition, rester partiellement ou rester totalement investis dans le SPAC. Les inconvénients de cette opération, j'en vois deux principaux. Tout d'abord, l'équipe de management de la cible doit partager son contrôle avec l'équipe de management du SPAC. En réalité, c'est un inconvénient assez mineur puisque l'équipe du SPAC est plutôt en conseil, ne vient pas intervenir dans l'opération, la gestion et les opérations de la société. Le second inconvénient, c'est que aujourd'hui, l'image du SPAC n'est pas encore extraordinaire, et donc notamment en Europe où il y en a très très peu, et donc ça paraît être une introduction en bourse par la petite porte. Les avantages, il y en a trois, je pense. Tout d'abord, le temps pour rentrer en bourse est beaucoup plus réduit. Donc dans des marchés très volatiles, ça peut être un avantage important.
3-4 mois pour un SPAC pour réaliser l'opération d'acquisition et donc d'introduction en bourse, plus de 6 mois pour une société qui veut rentrer en bourse de manière assez classique. Ensuite, un autre avantage, c'est que le prix pour les actionnaires qui vendent leur titre de la cible est plus important puisqu'il n'y a pas de décote d'introduction en bourse. Et par ailleurs, un petit avantage également, c'est que les frais d'introduction en bourse sont réduits par rapport à une introduction en bourse classique. Les banques prennent des commissions plus faibles. Enfin, la confiance offerte aux investisseurs, par les investisseurs au management du SPAC permet de réaliser des opérations qui peut-être n'auraient pas pu voir le jour dans une introduction en bourse classique, notamment des introductions en bourse de sociétés plus jeunes qui sont moins rentables, mais les investisseurs font confiance au management du SPAC pour cibler les bonnes entreprises. Eh bien peut-être oui, c'est trop tôt pour le dire selon toute vraisemblance puisqu'il a simplement été créé l'an dernier en février. Mais c'est une innovation qui nous paraît de rupture parce qu'elle permet de lier deux choses qui avant se regardaient un peu comme des chiens de faïence et qui n'étaient pas liées, le financier et l'extra-financier. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement pour Danone d'avoir calculé l'estimation du coût de ses émissions d'effet de gaz de serre sur la base du coût d'un crédit carbone, de l'avoir déduit de son résultat net et d'avoir calculé le bénéfice par action sur cette base-là. Danone l'a fait parce que, ayant atteint son pic d'émissions d'effet à gaz de serre, il pense que la croissance de ce BPA carboné sera plus forte que la croissance du BPA comptable classique. Peu importe. L'important, c'est que pour la première fois, on a la prise en compte au sein des paramètres financiers de l'entreprise de l'équivalent de l'externalité chiffrée qui rentre comme une charge. La question philosophique que l'on peut se poser, c'est qui devra supporter in fine le coût qui est de l'ordre de grandeur de 950 millions d'euros estimé par Danone. Est-ce que c'est aux actionnaires de Danone? Est-ce que c'est aux clients de Danone? Est-ce que c'est aux fournisseurs de Danone? Est-ce que c'est à la collectivité? Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques années.